Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés, la chaîne grandit de plus en plus, c'est incroyable, ça avance petit à petit, mais ça avance et ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va continuer donc notre série sur les trous noirs, on va entamer donc l'épisode 21, c'est parti. Alors bien sûr, nous avons parlé de tout un tas d'informations, de tout un tas de connaissances au sujet des trous noirs, mais je tenais quand même à vous rappeler qu'il y avait quand même certaines théories et spéculations que l'on peut aussi citer. Et donc cet épisode 21 va être scindé en deux. Il y a quand même aussi pas mal d'informations à retenir. Je pense que chaque épisode fera 15 minutes ou 20 minutes maximum. Et donc commençons dès à présent avec une brève explication de ce qu'est la matière noire et pourquoi elle est importante en fait en cosmologie. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est la matière noire. C'est un terme en fait qui est utilisé pour désigner une composante mystérieuse de l'univers qui, contrairement à la matière ordinaire, n'émet ou ni n'absorbe de lumière ou toute autre radiation électromagnétique à un niveau détectable. Donc elle ne peut pas être observée directement avec des télescopes traditionnels. Malgré cette invisibilité, la présence de la matière noire, elle est inférée par rapport à ses effets gravitationnels et aussi sur les structures cosmiques et les mouvements des galaxies. Alors, quelle est l'importance justement de cette matière noire en cosmologie ? Alors, tout d'abord, elle joue un rôle crucial en cosmologie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la formation et la stabilité des galaxies. Les galaxies, selon les observations astronomiques, elles tournent à des vitesses telles que, sans une masse supplémentaire, pour fournir une gravité suffisante, elles se disperseraient plutôt que de rester cohésifs. Et la matière noire, elle fournit cette masse supplémentaire qui stabilise en fait ces galaxies. Et elle sert aussi de colle gravitationnel. Elle aide en fait à maintenir ensemble les galaxies et les amas de galaxies. Ensuite, c'est la formation des structures cosmiques. La matière noire, elle a joué un rôle crucial et essentiel dès les premiers instants de l'univers. Elle favorise la formation des structures à partir des fluctuations de densité dans le jeune univers. Sans matière noire, en fait, la formation des structures, comme les galaxies ou les amas de galaxies, aurait été beaucoup plus lente et moins prononcée. Ensuite, c'est la cosmologie du Big Bang. Les modèles cosmologiques actuels, qui sont basés sur la théorie du Big Bang, elles intègrent la matière noire pour expliquer l'expansion observée de l'univers. Et donc les mesures précises du fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang, correspondent aux prédictions des modèles qui incluent la matière noire. Et enfin, c'est l'influence sur l'expansion de l'univers. La matière noire, qui est en interaction avec l'énergie noire, influence le taux d'expansion de l'univers. Et bien que la nature exacte de cette interaction soit encore l'objet de recherches intensives, comprendre la matière noire est essentiel pour déchiffrer l'histoire et le destin futur de l'univers. Donc la matière noire, c'est un élément indispensable pour comprendre non seulement la structure et la dynamique de l'univers à grande échelle, mais aussi les lois fondamentales de la physique qui gouvernent ces phénomènes. Et sa nature exacte, elle reste l'une, bien sûr, des plus grandes énigmes de la science moderne, et ça stimule de facto une recherche active dans les domaines de l'astrophysique, de la cosmologie et de la physique des particules. Donc maintenant, si vous le voulez bien, parlons un petit peu des discussions sur les preuves observationnelles de l'existence de la matière noire. En gros, l'existence de la matière noire, c'est une conclusion incontournable de plusieurs observations cosmologiques, et même si cette matière reste non détectée directement, il y a principales preuves observationnelles qui soutiennent l'existence de la matière noire, et je vais vous en énumérer 4. Tout d'abord, la première, c'est la courbe de rotation des galaxies. La première preuve majeure de la matière noire, elle vient de l'étude des courbes de rotation des galaxies. Notamment, on s'attendrait à ce que la vitesse des étoiles, comme dans une galaxie, diminue avec l'éloignement du centre. Et comme on observe dans le système où les planètes les plus éloignées du Soleil orbitent plus lentement. Cependant, dans les galaxies, on observe que la vitesse des étoiles, elle reste constante, même à de grandes distances du centre galactique. Et cette constatation, elle suggère qu'il y a beaucoup plus de masse dans les galaxies que ce que l'on peut voir. Et ça pourrait être une masse invisible que l'on appelle la matière noire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'ai été perturbé par le chien à côté. Deuxième point, c'est la lentille gravitationnelle. En gros, les lentilles gravitationnelles, c'est un autre phénomène qui indique la présence de la matière noire.
Ce phénomène, en fait, il se produit lorsque la lumière donc, provient d'un objet astronomique éloigné, comme une galaxie ou un quasar, et qui est déviée par la gravité d'un objet massif qui est situé entre cet objet et l'observateur. Et l'importance de la déviation de la lumière ne correspond pas souvent à la masse visible de l'objet qui agit comme une lentille, qui indique ainsi la présence de matière noire. Ensuite, une des troisièmes preuves, c'est la distribution de température du fond diffus cosmologique, CMB. En gros, les mesures précises de la température du fond diffus cosmologique, elles révèlent des fluctuations de température qui correspondent aux régions de densité variables dans l'univers primitif, et ces fluctuations, elles sont influencées par la matière noire, qui, bien qu'il ne participe pas aux interactions électromagnétiques, elles affectent quand même la dynamique de l'univers par ses effets gravitationnels. Et les modèles cosmologiques qui incluent la matière noire reproduisent très fidèlement les observations du fond diffus cosmologique. Quatrième et dernière preuve, c'est les structures à grande échelle de l'univers. En gros, la distribution et la formation des grandes structures dans l'univers, comme les galaxies et les amas de galaxies, sont fortement influencées par la matière noire. Les simulations cosmologiques montrent que sans un composant substantiel de matière noire, eh bien les structures que nous observons aujourd'hui dans l'univers ne se seraient pas formées de la même manière. La matière noire, elle agit comme une colle gravitationnelle qui aide à maintenir ces structures ensemble, unies. Donc ces preuves, parmi d'autres, il y en a d'autres, fournissent un soutien solide pour le modèle cosmologique standard qui inclut la matière noire comme un composant essentiel. Et malgré son invisibilité directe, la matière noire est indispensable pour expliquer la structure, la formation et la dynamique de l'univers observable. Parlons maintenant d'un autre sujet, des trous noirs, mais comme candidat potentiel de la matière noire. C'est une exploration des hypothèses qui suggèrent que les trous noirs, et particulièrement les trous noirs primordiaux, pourraient constituer en fait une partie majeure de la matière noire. Donc la possibilité que les trous noirs, en particulier ces fameux PBH, puissent constituer une partie significative de la matière noire dans l'univers, c'est une hypothèse fascinante qui attire l'intérêt de nombreux cosmologistes. Et je vais vous faire un petit examen détaillé de ces idées qui inclut les origines de l'hypothèse, les preuves potentielles et les implications pour la cosmologie. Alors, l'origine de l'hypothèse, d'où elle vient? L'idée que les trous noirs pourraient être une composante majeure de la matière noire, ça a émergé de la difficulté à détecter les particules candidates traditionnelles pour la matière noire, comme les WIMPs, donc les Weakly Interacting Massive Particles, et en gros, les trous noirs primordiaux qui se seraient formés dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, avant même la formation des étoiles et des galaxies, eh bien, offrent une alternative intrigante. Ces objets pourraient s'être formés en fait à partir de fluctuations de densité extrêmes dans le plasma, très dense, de l'univers primitif. Alors faisons un petit point sur les caractéristiques des trous noirs primordiaux. En gros, ils sont distincts en fait des trous noirs stellaires en ce qu'ils ne résultent pas de la mort d'une étoile en fait, mais plutôt de conditions extrêmes présentes lors des premiers moments de l'univers. Donc ils peuvent avoir une gamme de masses très large. Et depuis de petites masses jusqu'à de masses plusieurs fois celles du Soleil. Et cette diversité, elle est cruciale parce qu'elle permet en fait aux trous noirs primordiaux de couvrir une plage de masse où ils pourraient efficacement agir comme matière noire. Alors, les preuves potentielles et les observations. Donc, il y a d'abord le micro-lentillage gravitationnel. C'est une des méthodes proposées pour détecter les PBH. C'est l'observation des effets de micro-lentillage gravitationnel, où la lumière d'étoiles éloignées est brièvement amplifiée en fait, par le passage d'un trou noir primordial. Et il y a des études telles que Hoggle et Gaia qui surveillent ces événements, mais les résultats, jusqu'à présent, sont non concluants quant à s'ils peuvent expliquer une fraction significative de matière noire. Pour l'instant, c'est pas du tout au point. La deuxième preuve, c'est la distribution isotrope. Contrairement à la matière noire particulière, les PBH, en fait, ils seraient distribués de manière plus ou moins isotrope dans l'univers, et ça correspondrait aux observations qui montrent que cette formation de la matière noire ne se concentre pas uniquement dans les galaxies ou les amas de galaxies. La troisième preuve et observation, c'est l'effet dynamique sur la formation des structures cosmiques. En gros, les simulations qui incluent les PBH montrent qu'ils pourraient influencer la formation et l'évolution des structures à grande échelle de manière compatible avec les observations cosmologiques. Alors bien sûr, il y a plusieurs défis qui demeurent quant à la validation de toutes ces hypothèses que je vous donne. Par exemple, la plage de masse des trous noirs primordiales qui serait nécessaire
Pour expliquer la densité observée de la matière noire, elle est extrêmement contrainte par les observations du fond diffus cosmologique et par les études de l'anti-âge gravitationnel. Et de plus, il y a certains modèles qui prédisent que les trous noirs primordiaux pourraient émettre de petites quantités de rayonnement via l'évaporation de Hawking. C'est un processus qui n'a pas encore été observé, je vous le rappelle. Alors, comme d'habitude, j'aime bien le faire, les implications cosmologiques. Donc, si les trous noirs primordiaux étaient confirmés comme une source significative de matière noire, cela aurait forcément des implications profondes pour notre compréhension de l'univers primitif, y compris la nature des fluctuations de densité dans le plasma primordial, comme je vous l'ai déjà dit, et les mécanismes de formation des trous noirs et l'évolution globale de la matière et de l'énergie dans le cosmos, bien sûr. Donc bien que l'idée que les trous noirs primordiaux pourraient constituer une partie de la matière noire soit séduisante, bien sûr, et soutenue même par certaines observations et théories, il y a des recherches supplémentaires qui sont nécessaires pour explorer pleinement cette possibilité et ses conséquences cosmologiques. Faisons un point sur les détails sur les différentes échelles de masse des trous noirs et de leur distribution possible en tant que matière noire. Donc vous allez voir, on va explorer, on va faire une brève exploration de l'hypothèse que les trous noirs, notamment les PBH, pourraient contribuer significativement à la matière noire de l'univers et que cela nécessite une compréhension des différentes échelles de masse des trous noirs et de leur distribution potentielle dans l'espace cosmique. Donc je vais vous faire une petite analyse détaillée de ces aspects, même si on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est bon de faire un petit rappel. Donc on a les trous noirs microscopiques. D'abord, ces trous noirs, en fait, ils auraient des masses extrêmement faibles, qui seraient proches de la limite de Planck, environ 10 puissance machin. Enfin voilà, je vais vous épargner les chiffres après. Ils pourraient théoriquement se former juste après le Big Bang et à partir de fluctuations quantiques. Et bien que spéculatifs, ces trous noirs microscopiques seraient évaporés rapidement par rayonnement de Hawking, et leur présence reste hypothétique et non détectée à ce jour. Ensuite, on a les trous noirs substellaires. Donc en gros, c'est des trous noirs primordiaux qui auraient des masses inférieures à celles du Soleil, jusqu'à atteindre quelques tonnes. Et ils sont intéressants car ils pourraient être assez nombreux pour contribuer significativement à la matière noire, sans violer les contraintes observées des effets de l'anti-âge gravitationnel, ou même des interactions dynamiques dans les galaxies. Ensuite, on a les trous noirs de masse stellaire, que vous connaissez tous, avec des masses allant de quelques masses solaires à plusieurs milliers de masses solaires. Ces trous noirs, ils sont bien compris et observés en tant que produit final de l'évolution des étoiles massives, et ils sont moins susceptibles de contribuer à la matière noire en raison de leur masse élevée et de leur faible nombre relatif. Et bien sûr, les trous noirs, pour finir, les trous noirs supermassifs, qui sont situés au centre de la plupart des grandes galaxies. Et ces trous noirs ont des masses allant de millions à milliards de fois celles du Soleil. Et ils jouent un rôle crucial dans la dynamique galactique, mais ne sont pas considérés comme candidats pour la matière noire, en raison de leur rareté et de leur concentration dans les galaxies, malgré qu'on sache qu'il y a des milliards de galaxies. Faisons un tour d'horizon aussi sur les distributions potentielles comme matière noire. La distribution des trous noirs en tant que matière noire dépend fortement de leur masse et de leur fréquence d'occurrence. Les trous noirs primordiaux, s'ils existent en quantité suffisante et avec les bonnes masses, bien sûr, ils pourraient être distribués de manière isotrope dans l'univers, et correspondant à l'observation que la matière noire d'ailleurs est uniformément répartie à grande échelle. Alors 2 points se tient devant nous, c'est l'uniformité et l'isotropie. Pour que les PBH ils soient une composante viable de matière noire, leur distribution doit être uniforme à grande échelle, et ça évite la formation de structures observables ou d'effets dynamiques qui seraient incompatibles avec les observations des galaxies et des amas de galaxies. Et ensuite, c'est l'interaction gravitationnelle. Les PBH, ils pourraient influencer la formation des structures cosmiques par leur influence gravitationnelle. Et si leur masse et distribution correspondent au profil requis, ils pourraient aider à expliquer la formation et la stabilité des structures cosmiques sans les effets disruptifs associés à d'autres formes de matière noire plus interactives. Faisons une brève conclusion pour ce point-ci. En gros, la notion que les trous noirs, en particulier les trous noirs primordiaux, pourraient constituer donc une part significative de la matière noire, bien sûr, ça soulève des questions fascinantes sur leur formation, leur distribution et leur impact sur la cosmologie. Et bien que cette hypothèse, elle offre une solution potentielle au mystère de la matière noire, elle nécessite quand même une exploration plus approfondie et des preuves observationnelles plus directes pour établir sa validité dans le cadre cosmologique actuel. Alors, on va aller sur un point maintenant qu'on a déjà parlé, mais que ça serait bien d'y revenir un petit peu, c'est les méthodes de détection et les implications observationnelles.
Donc faisons un tour d'horizon sur les revues des techniques utilisées pour détecter les signes que les trous noirs pourraient être une forme de matière noire, comme les effets de l'anti-âge gravitationnel. Alors, l'idée que les trous noirs, notamment les trous noirs primordiaux, pourraient constituer donc une partie substantielle de la matière noire de l'univers, a stimulé donc le développement de diverses techniques de détection. Ces méthodes visent à observer donc les effets indirects que ces objets compacts pourraient avoir sur leur environnement, notamment à travers des phénomènes comme l'anti-âge gravitationnel. Et il y a un petit aperçu des principales techniques utilisées. Donc d'abord, le l'anti-âge gravitationnel que je parle très souvent. Mais il y aura d'autres techniques aussi, vous allez voir. Alors, le lentillage gravitationnel, il se produit lorsque la lumière en provenance d'une source éloignée, comme une galaxie ou une étoile, elle est déviée par la présence d'une grande masse, comme un trou noir, qui est situé donc entre la source et l'observateur. Donc ce phénomène, il peut prendre plusieurs formes. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Le micro-lentillage, donc c'est l'effet de lentillage par des objets de masse relativement faibles, comme les PBH, qui peut causer des variations temporaires et localisées dans la luminosité des étoiles observées. Et donc il y a des projets comme Hoggle et MOA, donc Micro Lensing Observation in Astrophysics, qui utilisent ces techniques pour rechercher des anomalies dans la lumière des étoiles qui pourraient indiquer la présence des PBH. Et vous avez aussi donc le macro-lentillage. Donc c'est ce type de lentillage produit des effets plus dramatiques en fait, tels que la formation de plusieurs images d'une même source ou des anneaux de lumière, donc les anneaux d'Einstein comme on appelle, bien que généralement associés à des masses plus grandes comme les galaxies. Le macro-lentillage il peut également être utilisé pour étudier les distributions de masse dans les amas de galaxies où des trous noirs primordiaux pourraient contribuer à la masse globale. Ensuite, la deuxième technique, c'est la dynamique des étoiles et du gaz dans les galaxies. Alors les trous noirs, en tant que matière noire, ils influenceraient la dynamique des étoiles et du gaz dans les galaxies, et les techniques suivantes sont utilisées pour examiner ces interactions. Il y en a deux. Donc déjà, la courbe de rotation des galaxies. Donc quand on mesure la vitesse à laquelle les étoiles et le gaz orbitent dans les galaxies, eh bien les astronomes peuvent en déduire la distribution de la masse à l'intérieur de ces galaxies. Et il y a des écarts par rapport au modèle attendu qui pourraient suggérer la présence de matières noires sous une forme non conventionnelle, comme les trous noirs primordiaux. Et ensuite, la dynamique des amas de galaxies. Donc, les amas de galaxies, ce sont en fait des plus grandes structures qui sont liées par la gravité. Eh bien, ça offre un environnement idéal pour rechercher des effets de la matière noire. Et donc, l'analyse des mouvements des galaxies au sein des amas peut révéler des indices sur la nature et la distribution de la matière noire. La troisième technique, c'est l'effet sur le fond cosmique à micro-ondes, donc le fond diffus cosmologique, pardon. En gros, vous avez l'anisotropie du fond diffus cosmologique. En gros, les trous noirs primordiaux, ils auraient pu laisser des empreintes dans le fond diffus cosmologique et la lumière résiduelle du Big Bang. Donc les variations de température dans le CMB, observées par des missions comme Planck et des WMAP, peuvent être analysées en fait pour détecter des irrégularités qui pourraient être causées par la matière noire sous forme de trous noirs primordial. La quatrième technique, c'est la recherche de signatures de fusion de trous noirs, donc des ondes gravitationnelles. Les détecteurs comme LIGO et Virgo sont capables de capter donc ces fameuses ondes gravitationnelles générées par la fusion de trous noirs. Et si les trous noirs primordiaux, donc les PBH, constituent une partie significative de la matière noire, eh bien on pourrait s'attendre à un taux plus élevé de fusion de petits trous noirs détectables par ces observatoires. Voilà, donc chacune de ces techniques, elles apportent des éléments qui sont cruciaux pour la compréhension de la possible nature de ces fameux trous noirs en tant que matière noire. La convergence des résultats obtenus à partir de ces méthodes diverses pourrait éventuellement aboutir à une meilleure compréhension de la composition de la matière noire et de la structure de notre univers. Et vous voyez que pour cet épisode-là, déjà, on va s'arrêter là. Parce que vous avez vu que c'est quand même assez compliqué, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Et si vous débarquez sur cette vidéo et que vous n'avez aucune idée des épisodes précédents, vous allez être perdu, quoi, je pense. À moins d'avoir déjà des connaissances de base assez élevées. Donc, vous voyez, là, on rentre dans le dur, ça pique. Et le deuxième épisode, ça va pas être mieux. Voilà. Donc, en tout cas, je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode. Je prépare la vidéo pour celui-ci. Je prépare le deuxième. Comme ça, quand vous allez avoir l'épisode 21, vous aurez les deux épisodes d'un coup. Ça sera plus cool à suivre. Prenez soin de vous en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît pour me donner de la visibilité. N'hésitez pas à commenter aussi dans les commentaires pour partager vos idées, puis pour voir un peu, vérifier même ce que je dis. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.